que l'on commence. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux archives départementales. Bienvenue à vous, bienvenue Madame Carian. Et merci, sur, l'invitation et merci à tout le monde d'être présent. Alors pour commencer, vous allez voir, ça va être un dialogue à deux voix. Alors je vais très peu parler en fait. C'est l'invité qui est à l'honneur ce soir. Et on va commencer à la découvrir pour ceux qui ne la connaisseraient pas déjà. Madame Carian, comment vous définiriez-vous? Alors, c'est une question à laquelle j'ai pris du temps pour répondre parce que, tout d'abord, je suis plasticienne puisque mon cursus, de la terminale au doctorat, c'est d'abord un cursus de praticité donc j'ai un doctorat en art, praxis et esthétique dont, mon travail plastique, c'est surtout du photomontage. Et je suis historienne depuis quelques années puisque le premier doctorat avait un bon ancrage dans l'histoire. J'ai décidé de me lancer dans un second doctorat en histoire de l'art. Comme vous avez pu, peut-être en entendre parler, j'ai fait, un une intervention, une conférence aux archives l'année dernière sur le salon d'hivernage qui est ma seconde thématique. Donc je suis plasticienne et historienne. Elle est donc multicasquette et bien d'autres se découvriront au fil de cette interview. En quoi vos origines ont-elles été déterminantes dans votre parcours? Mes origines ont façonné tout mon parcours, de A à Z, puisque je me suis posé des questions très tôt. Par exemple, dans mon travail de thèse, je commence par, le regard d'une petite fille qui ne se reconnaît pas quand elle voit, à l'âge de 7 8 ans, le tour du monde en 80 jours. Elle ne reconnaît pas ses ancêtres, comme, des femmes qui sont, qui sont prêtes à aller, sur le bûcher après la mort de leur mari. Donc, je ne me reconnais pas puisque pour moi, les femmes indo-guadeloupéennes sont des figures matricielles, ce sont des piliers de nos foyers. Donc déjà, cette première origine, a façonné des questionnements qui sont restés entre 8 et 18 ans, là, quelque part. Et ensuite, j'ai découvert 2 formidables professeurs à Paris 1, Monsieur Marc Jiménez qui est un des spécialistes de l'esthétique à Paris 1 et madame Éliane Chiron, qui m'ont encouragée à travailler sur cette thématique. Donc j'ai d'abord consacré une première année de master au Samsara transmigration de l'Indétine. Le Samsara, c'est, le cycle qui circule et l'Indétine, j'étais à la recherche de quel est mon lien avec l'Inde, quel est ce parent? Et tout à l'heure, vous allez mieux le comprendre. Et le deuxième travail de recherche, c'est héritage de l'immigration pour une esthétique de la créolité et surtout à la mémoire des militants culturels. Ça, il me tenait à cœur de voir quelle avait été l'esthétique dans justement, cette affirmation dans les années 70 dont certains descendants sont présents. Heu enfin, la troisième part, c'était vraiment de reconnaître l'identité, la part artistique de l'identité guadeloupéenne. À quel moment émerge-t-elle? Donc vous voyez que les origines sont présentes, sont ancrées dans ce processus de recherche et de questionnement. Très bien. La prochaine question va être une question à rallonge, je m'en excuse par avance. Alors, à quel moment la création est apparue dans votre parcours? Vous êtes artiste et professeur d'art plastique. L'indo-guadeloupéanité est-elle importante dans votre pratique? Les questions de mémoire de la communauté indienne notamment sont-elles mobilisées dans vos enseignements? Est-ce un thème auquel les élèves sont sensibles? Est-ce que vous les avez déjà fait travailler sur ce sujet? Et avez-vous une approche différente sur les questions de mémoire dans l'enseignement que vous avez dispensé dans l'Hexagone et dans celui que vous donnez en Guadeloupe? Vos propres créations ont-elles évolué? Alors, à cette question, je vais répondre en plusieurs temps. D'abord, la création, elle est apparue très tôt, puisque dès l'âge de 5 ans, j'ai côtoyé des ateliers d'artistes sur mon temps de loisir. Certains faisaient de la natation, moi je prenais des cours d'art plastique. J'ai commencé avec Michel Rosella, ensuite je suis allée chez Pierre Chadru et enfin
où je suis restée très longtemps, peut-être même 15 ans, chez Antoine Labajotte, qui ont été vraiment, des maîtres à penser. Et c'est surtout Antoine qui m'a encouragée, sur mon temps libre, à commencer à faire des dessins, à reproduire des dessins, des icônes, spirituelles. Et j'ai commencé, à le faire sur un carnet croquis et après sur le mur de la chapelle de mes grands-parents et aussi sur des objets, notamment des matalons. Heu et en parallèle aussi, enfant, je faisais des dessins, des portraits de femmes dès l'âge de 8 ans. J'avais énormément de carnets croquis de dessins de femmes parce que, je me reconnaissais pas et en même temps, je voulais compiler tous ces visages, toutes ces facettes. Ensuite, j'ai commencé donc la création, elle a vraiment trouvé un temps de maturité à partir du moment où j'ai rencontré la gravure des Froidemont de Bérard et à Paris, on nous a appris très vite la règle, le nombre d'or. Faut savoir que Froidemont de Bérard, il est formé, c'est un artiste formé et il crée des œuvres qui répondent à des codes classiques. Les 3/4 d'une gravure, voilà, donc il faut imaginer que cette gravure est divisée en 3, qui se squadivise, donc ce T-là en 3. Et ici se trouve le nombre d'or et c'est une femme indienne. Donc quand moi, j'ai analysé, je me suis dit: «Non, c'est qu'il veut nous dire quelque chose sur cet héritage parce que en même temps, nous avons cette femme qui est en train de recouvrir un cadavre avec un drap». Et en cherchant avec des amis, nous nous sommes rendus compte que les femmes indiennes sont très appliquées. Il nous reste encore des traditions, dans les rythmes mortuaires. En parallèle, comme j'étais en rapport en master recherche, j'ai fait une performance justement où, l'accent était de questionner le rôle de la femme dans un culte mortuaire, dans le jardin des plantes à Paris. Donc voilà pour la création. Au niveau pédagogique, l'indo-guadeloupéanité est très discrète. Il m'est arrivé de l'exposer à mes élèves, mais j'ai surtout retenu la question de art, patrimoine et appropriation. Donc, en sixième, je fais travailler mes élèves autour de la question de la barque des pêcheurs, notamment et cette installation de Ronald Tilley qui questionne la migration euh, d'une île à une autre et surtout la migration clandestine. Ensuite, en quatrième, je leur ai demandé de s'approprier des façades, notamment à la manière de François Piquet, dans les archipels du Moi et des différents mets. Il y a une coquille, c'est anneau et non anneau, surtout quand il fait Vuitton sur Chada. Donc voici l'œuvre de François Piquet et l'œuvre d'Eddy. La question de la mémoire et alors le projet de classe aussi s'intitule «Mémoire et visage» puisque je trouve que les jeunes, justement, ne s'approprient pas suffisamment, où il y a quand même cette déperdition de leur histoire et de leurs OPJ. Et à la question: «Mon enseignement est-il le même de l'Hexagone en Guadeloupe?» Il est totalement différent puisque mon enseignement s'ancre d'abord dans l'environnement des élèves. Et la première chose, c'est que, moi j'ai été formée en tant qu'enseignant l'année où il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Donc on avait quand même, heu, j'étais en Seine-et-Marne, nous avions, certaines, certains points académiques qui nous faisaient respecter et justement ancrer nos élèves dans les valeurs républicaines et face à un public de diversité, de non francophones, j'ai choisi moi de travailler sur la paix et justement, et aussi, de lutter contre, de mettre en place très vite une lutte contre le harcèlement scolaire. Puisque étant face à une diversité culturelle, forcément les différences étaient mal intégrées ou mal perçues et en même temps, il y avait ce mal-être aussi de la population maghrébine qu'il fallait absolument guérir dans nos classes. Parce que ce n'était voilà, il y avait quand même des grands questionnements et il fallait en parler. Ensuite, quand je suis arrivée en Guadeloupe, il y a eu le modèle noir. Donc tout de suite, je me suis positionnée en questionnant le modèle, en demandant à mes élèves dès la classe de cinquième de s'approprier, le radeau de la Méduse, en leur faisant un cours sur, le modèle Joseph
Et après, c'est devenu avec les années, le projet d'enseignement art, patrimoine et appropriation. Donc voilà pour maths. Notre parcours vous a mené à mobiliser, vous l'avez dit tout à l'heure, les méthodes de l'histoire pour vos recherches, notamment pour votre doctorat en cours en histoire de l'art. C'est peut-être le moment de nous donner quelques éléments sur l'arrivée des Indiens en Guadeloupe et sur leur histoire. Alors, déjà pour commencer, j'ai choisi de répondre à cette question en citant des chiffres. Des chiffres issus des 2 thèses majeures qui sont l'histoire de l'immigration indienne en Guadeloupe de Christian Schackengold et les Indiens de la Guadeloupe de Lauti Benkoti de Singaravellu. Alors, si, les 2 s'accordent sur 93 navires, il y a 42 873 passagers indiens qui arrivent en Guadeloupe pour Schnakenvold, 42 326 pour Singaravellu. Il y a, c'est surtout ce point-là qui m'a beaucoup intéressée, 6 296 femmes et c'est pour ça que j'ai gardé les chiffres de Singaravellu, qu'il y ait 673 naissances. Donc le nombre de femmes est à peu près le même que le nombre de naissances. Ça, c'est pas mal, c'est intéressant. En tout cas pour ma recherche et vous allez le comprendre pourquoi. Ensuite, il y a 2 219 enfants et il y a beaucoup de décès, 23 768 pour Singaravellu et 8 321 pour lui aussi. Outre les chiffres, donc nous le savons, de 1854 à 1889, après l'abolition de l'esclavage, une immigration de travailleurs engagés sous contrat a lieu. Ces travailleurs sont originaires de Rennes et sont arrivés le 25 décembre à bord de l'Aurélie, à proximité de l'habitation d'Arboucy. Ces immigrants étaient des travailleurs agricoles sous contrat pour la plupart, puisque je ne l'ai pas noté, mais il y a eu des commerçants et des négociants. Madame Inachi pourra en attester, parce qu'elle fait un remarquable travail de généalogie. Ils sont plongés dans un environnement géographique inconnu et une société aux structures différentes de celles qu'ils connaissaient en Inde. La dernière vague d'immigration s'est déroulée probablement en 1889 et je veux bien probablement parce que j'ai découvert quelque chose où, voilà, je me pose certaines questions, mais je vais vous mettre le document. Cette immigration n'est pas un choix arbitraire, mais répondait à un besoin pressant de main-d'œuvre. Notamment, nous avons ici l'extrait de l'article de l'illustration de 1898, de 1858, qui s'intitule Les couliers indiens, et c'est l'article où il y a les gravures des volants de Dera. Vous pouvez le retrouver facilement sur le site des gens archives. Ensuite, d'autres choses. Alors, donc les Indiens viennent de 5 comptoirs français. Euh, alors, c'est surtout avec la Convention franco-britannique que le nombre de femmes va être réglementé, comme une femme pour 3 hommes. Mais l'un des points où moi je me questionne en tant peut-être que défendant, c'est est-ce qu'ils n'étaient pas des camps capitalisés? C'est un des grands questionnements que je me pose. Notamment, il y a un super dossier que je n'ai pas encore réussi suffisamment à dépouiller euh, aux archives départementales, qui est sur les sévices. Mais il faut le coupler avec les témoignages des descendants. Donc, c'est pour ça que là aussi, je laisse quelques pistes encore à chercher. Et lu il faut savoir que les immigrants indiens étaient appelés coulis. J'ai trouvé, hem, i donc dans les travaux d'Ashutosh Kumar, que l'usage de coulis connaît différentes acceptations dans les mondes coloniaux, notamment dans les mondes coloniaux britanniques. Coulis dans l'Inde, avant le 19e siècle, désignait principalement un aspect péjoratif utilisé pour caractériser une partie des travailleurs, en grande partie se contraint au, au service, ils devaient transporter des charges. Ensuite, donc, c'était surtout des gens qui étaient issus de basse caste. Lors de la colonisation par les Britanniques, le terme coulis va évoluer. Ce terme-là, il va trouver le terme que nous connaissons de travailleurs sous contrat. Après plusieurs années donc, il est devenu ensuite dans les plantations, et c'est surtout les témoignages qui en témoignent, il est devenu un colibé, une insulte. On disait par exemple, Malabar, coulis manger chien.
donc poulies mangeurs de chiens. En Guadeloupe, jusqu'aux années 370, certains descendants des travailleurs sous contrat peuvent être traités donc par des colibés. Mais depuis quelques années, à l'échelle caribéenne, et notamment depuis 2016 avec le superbe ouvrage de Kautra Bahadur, qui est professeur, il me semble, maintenant à Cambridge, le terme coulis a été déconstruit. Elle a publié l'ouvrage Coolie Woman et il a pris un terme qui se rattache à un cercle plus intime, à nos histoires familiales. Voici ce que je peux vous dire de l'immigration. Merci. Depuis plusieurs années, la place de la communauté indienne est véritablement reconnue en Guadeloupe. Les associations sont de plus en plus actives et les institutions se sont emparées à leur tour de cette histoire. La preuve encore aujourd'hui. Cela semble montrer l'importance de la question mémorielle pour la communauté indienne. Est-ce que vous l'observez? Oui, je l'observe. Et je l'observe d'autant que nous collaborons, ce que je dis nous puisque c'est un petit cercle de jeunes, avec l'ensemble des associations dédiées à la culture indienne. Il est essentiel de travailler. Nous avons pris conscience et nous essayons depuis 2020, justement, de valoriser, de transmettre cette mémoire, de faire prendre conscience à l'ensemble des associations qu'il est important de valoriser et de transmettre cette mémoire. Parce que nous constatons un fait essentiel, c'est une perte progressive de nos bibliothèques humaines. Et que là, maintenant, nous devons mettre bout à bout des éléments pour sauvegarder pour les générations futures. Et il est crucial, à travers toutes les initiatives qui sont les leurs, telles que des publications, des vidéos, des manifestations culturelles, des ateliers, des commémorations, de pouvoir sauvegarder quelque chose. Alors, si les institutions sont de plus en plus présentes, il y a aussi la question des réseaux sociaux et des réseaux de communication qui permettent aussi de diffuser plus facilement et donc de communiquer aussi activement. Moi, ce que j'ai observé, c'est que depuis plusieurs années, et depuis quelques années, en tout cas depuis 2018 où je suis rentrée, il y a quand même un calendrier qui se dessine de manifestations axées, on va dire, annuellement. Par exemple, d'ici quelques jours, le CGPLI, donc le Centre guadeloupéen pour les langues indiennes, va célébrer le Fongal. C'est toujours en janvier. Ensuite, nous avons la fête du Colombo. Donc cette année, elle a été faite par l'Académie de la culture indo-guadeloupéenne et de la diversité en juillet. Ensuite, nous avons l'association Shakti qui fait toujours la Miss India Guadeloupe, toujours en juillet. L'association Lakshmi, donc une petite association qui est qui a cette année, qui vient de Richtel, une section où il y a un fort ancrage de la population indo-guadeloupéenne, tout comme Pombiré à Saint-François, c'est l'équivalent, qui célèbre la fête de Richeplein. Il y a aussi en octobre le Diwali de Tulsiran et de Chatti. Ensuite, la commémoration des Indiens des premiers arrivants, de l'arrivée des premiers Indiens en décembre, par le comité du premier jour, qui est constitué en fait par l'ensemble de ces associations, sont membres du comité du premier jour. Et enfin, en décembre, comme il est d'usage, mais cette année, ce sera le 24 janvier exceptionnellement, l'association Banma célèbre mémoire et patrimoine. Donc, il y a quand même quelque chose qui se dessine et qui est un travail de longue haleine de plusieurs années. D'accord. Je voudrais maintenant parler de religion. Plus de 170 ans après le premier jour, la religion hindouiste est encore présente en Guadeloupe. Cette religion était celle de la majorité des engagés venus d'Inde. Comment cette religion s'est-elle transmise et quelle place occupe-t-elle dans la vie communautaire? Et quelle influence la religion a-t-elle sur la mémoire de la communauté indienne en Guadeloupe? Alors, la conservation de la religion, on va dire, joue un rôle majeur. C'est vraiment l'ancrage dans la préservation, en tout cas, des mémoires. Il existe deux cultes majeurs, l'un venant du sud de l'Inde et l'autre venant du nord de l'Inde. Euh, L'hindouisme est donc au cœur des héritages culturels et lié à il est étroitement lié à la relation que l'on a maintenue avec cette idée d'âne intime ou d'âne maternel ou d'âne spirituel. Mais par contre, la pratique religieuse varie d'une famille à une autre.
Si cette religion est perpétuée dans les familles de pratiquants, il faut savoir que tous les Indo-Guadeloupéens ne sont pas hindouistes et certains ne pratiquent plus la même forme d'hindouisme. La religion elle-même, elle est vivante. Donc, elle peut, à certains moments, revenir sur des traditions, en intégrer d'autres. Il y a aussi une disparité, une pluralité dans les héritages même qui ont été légués. Une de nos hypothèses, c'est que cette religion, finalement, a été mise bout à bout et elle a été conservée. Mais il y a d'autres marqueurs significatifs, par exemple des éléments de langage du quotidien. Il y a des traditions culinaires ou encore l'usage des plantes d'origine indienne. Vous le verrez notamment à travers les travaux qui vont certainement être publiés prochainement de Luke Marek, qui a fait sa thèse là-dessus. Euh, le spécialiste de la religion, de l'hindouisme populaire, c'est Antoine Bauman Sahib. Il en a fait les spécialistes des cultes mortuaires et surtout du processus de reconfiguration identitaire auquel et religieux auquel ont été confrontées cette population d'origine indienne. Donc à l'écran, vous pouvez voir quelques éléments clés. Euh, une chapelle de Mamouldra. La photographie euh, a été transmise par Diamna Toumane qui est là. Et une chapelle de... Alors, ici, c'est vraiment le culte du pays tamoul. Et ici, c'est plus un culte venant du nord de l'Inde, donc dédié à la déesse Kalimai, et qui a été faite dans la chapelle de Montmal. Ici, vous voyez deux éléments clés. D'abord, le moment où, dans un autre culte qu'on appelle le culte de Nalou Blanc, on va dire, comme où on va monter le drapeau. Et là, ici, le moment où on arrive à portant un trait dans une chapelle. Donc là aussi, ce sont 3 éléments de 3 familles différentes, 3 photographies. Voilà. D'accord. Revenons à la création artistique. En tant qu'artiste, vous réalisez des créations visuelles, notamment, vous l'avez dit, des photomontages. Connaissez-vous d'autres artistes indo-guadeloupéens ou indo-guadeloupéennes? S'intéressent-ils ou elles au même sujet? Quels sont leurs, moyens d'expression et sur quoi travaillent-ils ou travaillent-elles? Mes questions sont nombreuses, hein, je suis désolé. Y a-t-il d'autres artistes, en dehors de cette sphère, qui s'intéressent à cette mémoire des Indo-Guadeloupéens? Y a-t-il des ponts entre des créations artistiques de descendants d'engagés indiens dans d'autres zones géographiques, la Martinique, la Réunion, la Guyane ou même à l'étranger? Alors, il y a plusieurs artistes qui s'intéressent à ce que j'appelle art, engagisme et décolonisation. À l'écran, vous venez de voir 2 artistes sur lesquels moi je me suis spécifiquement arrêtée, c'est-à-dire l'œuvre de Kélissi Napamari et de Chantalia Akoma. Kélissi Napamari questionne justement la question du non-retour, mais aussi s'approprie cet héritage qu'elle a découvert récemment finalement dans ses questionnements, notamment avec une rencontre clé qui est Anzil Bossine, un artiste indo-trinidadien. Et Chantal et Akoma, elle va interroger cet héritage d'une autre manière, parce qu'elle vit et travaille dans l'ancienne maison de sa grand-mère, qui est Angèle Nayapin, et elle interroge justement la femme indo-guadeloupéenne dans son travail, les récits hérités, qu'est-ce qu'on en a conservé et comment nous pouvons les transmettre à travers des œuvres. Elle a fait un formidable film qui s'appelle Mascaron, qui a été diffusé l'année dernière, en 2023, pas l'année dernière, donc il y a 2 ans. Il existe d'autres artistes, non d'origine indienne, mais guadeloupéenne ou guadeloupéenne d'adoption plutôt. Heu, Nicole Riach, qui a fait une œuvre qui pourrait être une citation d'Évremont de Bérain, justement, qui est conservée, dans le salon lounge de l'aéroport Marie Scondé. Et il y a une autre œuvre aussi qui est de Céline Hédon, qui justement dans ses séries Cosmogonie interroge. Il y a quand même un certain nombre d'artistes, Micheline Souprayen, J-Michel Boudou, Élodie Mondélis, René Arzial, Marie-Josée Moragna-Pin, que j'ai oublié et qui est présente, excuse-moi, Kélissi Napamari. Au niveau des noms indo-descendants, mais j'en ai certainement oublié, hein, puisque je suis en train de faire mon relevé au fur et à mesure. En Inde, il y a Joy Banerjee, Raghunath Panay,
P. Bachwan qui est venu dernièrement. En Martinique, j'ai trouvé Paul Escantera Virgile et c'est surtout sur, Trinidad où je me suis arrêtée avec, Tessa Alexander, Gianluca Maragh et Andile Gossi. Ensuite, le reste au niveau du Pays Basque, Sarojini Lewis et l'Afrique du Sud, Alan de Souza. Les autres relevés d'artistes que vous voyez sont faits par Muntazir Kotrup, qui est un artiste-chercheur mauricien avec lequel je travaille. Donc voilà, on a couplé nos banques de données et ensuite, donc vous pouvez apprécier justement le travail de Tessa Alexander, de Luca Maharaj ou Andile Gossi. Il existe aussi énormément de collections qui sont à la fois en Guadeloupe, à Trinidad, au Fidji, au Suriname. Je n'ai pas encore les noms, mais je sais qu'il y en a. Et en fait, au fur et à mesure, je vous ai surtout fait ce relevé pour vous montrer à quel point l'engagisme est présent dans toutes les zones géographiques et les ponts, pour répondre à votre question, existent parce que depuis quelques années, a été créé les routes de l'engagisme et de Trinidad à Maurice et nous avons été intégrés. Donc finalement, les ponts et les travaux artistiques, mon projet sur les cartes d'identité a été intégré à ce projet international mené par l'UNESCO, ce qui me permet de travailler avec un artiste mauricien. Donc nous avons, et je travaille depuis plusieurs années avec Anzil Bossine, par exemple. Donc on est en tout cas connecté par ce réseau d'amitié. Bon, je pense qu'on y reviendra, que vous y reviendrez tout à l'heure, parce que je ne l'ai pas dit, vous aurez la parole, hein, dans quelques instants. Néanmoins, j'ai encore quelques questions à poser à Noumachi Kargan, si vous le permettez. Hem, Dans vos recherches sur les femmes, vous avez enregistré des témoignages, pris des photos, notamment d'objets. Autrement dit, vous documentez et faites mon travail, hein, le travail d'archiviste. Comment cette démarche a-t-elle été reçue? Y a-t-il une demande ou bien des freins de la part de cette communauté pour patrimonialiser son histoire, même son histoire très personnelle? Heu, Par ailleurs, vous avez suivi des études et mené des recherches en esthétique de l'art. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Vous avez donc une vaste connaissance de la création artistique, on vient encore de s'en apercevoir. Quelles sont justement vos influences artistiques? Alors, pour répondre à votre question, euh, je fais un travail d'archiviste puisque dès la thèse, je me suis intéressée à cette pratique de l'archiviste. Et je suis tombée sur un formidable article de Al Foster qui s'intitulait An Archival Impulse, où il disait que les archives ne sont pas que des bases de données. Elles sont fragmentaires. Elles exigent une interprétation humaine. Et en ce sens, la pratique archivistique peut devenir une pratique artistique puisque l'artiste choisit de façonner des documents trouvés, de les classer et de les exposer pour délivrer un message. Donc finalement, notre travail n'est pas si différent. Tout va être la question de comment justement on va se l'approprier. Ensuite, les témoignages ont été les recherches en tout cas sur les femmes et la réception en tout cas des témoignages et de cette enquête a eu un formidable impact parce que ça a été extrêmement positif puisque les mères indo-guadeloupéennes, comme je l'ai dit en préambule, occupent une place centrale au sein des familles. Mais lorsqu'on perd sa maman ou sa grand-mère, il ne reste souvent que des souvenirs précieux à préserver. Elles représentent celles qui nous a portés tout au long de notre vie. Les familles ont été donc profondément touchées et fières de pouvoir rendre hommage à cette figure matricielle dont la mémoire est souvent méconnue et aussi, ils étaient assez unanimes là-dessus, sous-estimée. Euh, Ensuite, y a-t-il eu des freins? Évidemment que oui, nous sommes dans une île. Il y a toujours des freins, voyons. Mais en même temps, ça ne rend encore plus beau la trouvaille et le fait de pouvoir, ça conditionne notre détermination. Et tout comme on va trouver des obstacles, tout comme on va trouver des gens qui vont être extrêmement bien intentionnés et qui vont nous soutenir. Euh, il y a une demande de plus en plus présente, notamment parce que nous avons créé depuis 2020 le collectif Ponjahazi pour collecter, préserver, transmettre et valoriser des patrimoines guadeloupéens d'origine indienne. Si en 2020, on nous regardait avant le Covid, 2019, pas 2020, 2019, on nous regardait avec des yeux en nous disant mais non, mais ça sert à rien,
faites autre chose, vous êtes 4 jeunes, amusez-vous, Ensuite, il y a eu l'UNESCO qui publie sa bibliothèque numérique. Donc nous avions une idée, c'était de faire une archive numérique. Donc ça a fait son chemin, 1 an après. Ensuite, c'est pas ce qui a été facilitateur, c'est pas le fameux de: «Où c'est Simona Intel?» Non, c'est pas le fait d'être vraiment dans c'est la détermination. C'est l'idée que 4 ou 5 jeunes se consacrent avec passion, persévérance, plus, préservation pour les générations futures et aussi le fait qu'on se renseigne. Parce qu'en fait, en termes de didactique, nous, on sait faire et on veut faire. Donc voilà, c'est ça qui a été facilitateur avec le recul. Eh bien, bravo pour votre détermination et votre engagement collectif, hein, qui transpire à travers votre passion. Les femmes, je reviens aux femmes, occupent une place importante dans vos travaux. Enfin, c'est évident quand on parcourt votre dernière exposition, notamment. Y a-t-il une démarche féministe dans votre travail? Alors, la démarche féministe n'est pas à proprement parler, euh, je dirais qu'elle n'est pas affirmée. Elle y est, forcément, mais surtout parce que je m'intéresse depuis, dès le départ aux histoires personnelles des artistes et à leur enfance. Donc, je me suis intéressée à des artistes femmes. Évidemment, j'ai des influences d'artistes tels que Chiao Shiota qui a actuellement une très belle exposition et depuis, ça remonte à 2015, je m'intéresse à son œuvre que j'adore parce qu'en fait, c'est une artiste qui a créé un grand bateau avec des clés de souvenirs suspendues. Donc forcément, moi, ça m'a parlé. Et en même temps, ce fil rouge lui rappelle les cheveux de sa grand-mère qu'elle arrachait sur sa toux. Donc forcément, c'est une artiste que j'ai admirée. Ensuite, je me suis posé j'ai beaucoup apprécié le travail d'Anna Nzieta qui a dit, que si elle n'avait pas eu l'art, elle serait devenue une criminelle. Ça aussi, elle m'avait beaucoup marquée parce que son histoire, c'est qu'elle a quitté très tôt Cuba et en fait, dans ses œuvres, elle recueille le ventre maternel et enfin l'artiste, Jeanette Taylor qui elle, questionne cette, migration, mais aussi, surtout l'histoire de l'esclavage, mais avec, justement le déplacement en questionnant le temps et j'ai trouvé son approche intéressante. Donc c'est pas vraiment, hem, c'est pas de l'art, on va dire, c'est pas un art féministe, c'est un art engagé, pardon, que j'affirme. À travers l'œuvre, moi je m'intéresse aux artistes et mes influences aussi me conditionnent pour témoigner d'un engagement plastique. Donc voilà, hem Alors, ma toute dernière question et après, promis, vous aurez la parole. Je sais que vous en mourrez d'envie. Vos travaux sont-ils connus au-delà de la Guadeloupe? Ils commencent à être réellement connus en Guadeloupe, mais le sont-ils au-delà de la Guadeloupe? Et avez-vous des projets d'exposition ou de résidence par ailleurs? Alors, mes travaux commencent à gagner en reconnaissance au-delà de la Guadeloupe. Cette année, j'ai reçu 3 propositions de collaboration à l'international. Donc, l'île Maurice, La Réunion et l'Institut français de Pondichéry. Et peut-être même une quatrième avec New York. Je ne sais pas encore vraiment les éléments, c'est un Dev Gosim qui m'a contacté. Hem et j'ai des projets d'exposition, en tout cas de collaboration d'exposition et pas encore de résidence, pas. Voilà. Bon, eh bien, félicitations et on vous souhaite le meilleur dans ces différents projets. Heu, tenez la peau. Maintenant, l'échange va pouvoir se faire avec la salle. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez en savoir plus sur, les différents sujets qui ont été abordés ou ceux qui n'ont pas été justement. Qui se lance pour une première question? Les possibilités sont nombreuses, hein. On peut parler de religion, de femmes, de mémoire. Peut-être avant qu'on parle, qu'on laisse la parole, quelques explications sur les quelques œuvres que vous avez apportées?
Oui. Alors, j'ai apporté des extraits. Tous les tableaux ici encadrés en cuivre sont des extraits, des premiers portraits de femmes, que j'ai réalisés sur le projet de carte d'identité. Donc, vous en avez 3. Ici, par exemple, c'est le portrait de la maman d'Ernest Moutoussamy, qui s'appelait Marthe Raghunandan. Ensuite, je vous ai apporté aussi des cartes postales qui font partie de ma collection. Justement, une qui est moins connue, c'est les Indiens cultivateurs de café. Hem, Après et j'ai apporté aussi, 3 œuvres d'artistes contemporains. Une œuvre de Kélissi Natamari, elle m'a offert, où on voit une ancienne, justement un peu, on va dire, dans son environnement, intégrée dans son environnement. Elle m'avait dit aussi que ça pouvait être justement, une, allusion ou un clin d'œil à la déesse Minaki, qui est verte de peau justement, puisque je pense qu'elle représente une déesse. Ensuite, vous avez une carte postale retouchée et par une artiste, hem, mmh, qui s'appelle Céline Lidon. Cette carte postale, elle a été largement diffusée par les archives, notamment un document pédagogique qui a été fait par les archives territoriales de la Martinique et c'est une série de Le Boulanger qui est fortement, ancrée, qui montre justement ces femmes qui ont été exposées lors de l'exposition de 1910, c'est l'exposition universelle à Paris de 1910, où justement il était question de ne plus reprendre de l'immigration. Et le reste, une partie est conservée de Tibar Postal aux archives territoriales de la Martinique et l'autre partie est conservée aux archives de l'Outre-mer, les archives nationales de l'Outre-mer. Et enfin, un collage de l'artiste trinidadienne Tessa Alexander, au novembre danseuse indienne. Et bien, c'est ce que vous a et le portrait, ben, il fait partie justement de ma série de portraits, justement. Ce sont les femmes nées à partir de 1910 jusqu'à 1945, puisque j'ai découpé mon travail en 2 temps. Un premier temps sur des gardiennes, sur les garantes, et c'est exposé à Port-Louis, durant tout le mois de décembre jusqu'au 10 janvier. Et qui sera à Saint-Claude aussi, à partir de la semaine prochaine, qui seront à la médiathèque de Saint-Claude. Et la deuxième partie qui sont, finalement les gardiennes, puisque ce sont nos grands-mères, puisque la première génération, qui avait été présentée à Saint-Claude, qui sera présentée à Saint-Claude, ce sont des femmes qui sont déjà parties. Mais là, par contre, certaines sont encore en vie et c'est de 1910 jusqu'à 1945. Donc voilà. Et ça ce sont des grands panneaux. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle un projet d'exposition, en fait, que j'ai apporté. Mais alors je découvre votre histoire, qui est mon histoire aussi, hein, à travers, l'histoire nationale. J'ai plaisir à la découvrir et je vais avoir plaisir à continuer, à essayer de connecter à mon tour avec les archives départementales. Si on peut aider, s'il y a un besoin, s'il y a une demande, parce que c'est avant tout s'il y a une demande de votre part, hein, on pourra vous accompagner d'une manière ou d'une autre pour faire rentrer cette population guadeloupéenne, probablement sous-représentée aux archives départementales, si ce n'est dans les registres, hein, état civil, d'engagement, et cetera. Faut nous donner une place aux femmes, mais également aux hommes. Heu Merci à vous et à bientôt pour de nouvelles activités au Archives départementales.